suis très heureux de pouvoir appeler à cette table ronde dont le thème, peut-être commencer par le thème, pose la question de pourquoi faire de la recherche pour l'accompagnement? C'est quoi le rôle de la recherche dans l'accompagnement? Et je vais avoir le plaisir d'appeler en premier Thierry Servilla, qui est donc psychiatre. Tu peux venir ici si tu veux, Thierry. Je suis très heureux de te recevoir ce soir. Donc, tu es psychiatre, tu diriges l'antenne Nantes d'Hypnosia, si je ne dis pas de bêtises. Tu es aussi éditeur à la revue de l'hypnose et de la santé intégrative, puisque on a eu un changement de nom récemment. Et donc, je suis très content. Merci beaucoup d'être joint à nous. Et désolé pour les petits couacs techniques. Donc, quand on communiquera, si vous pouvez vraiment parler dans le micro à chaque fois. C'est mieux. Comme ça, on nous entend bien. Je vais appeler en deuxième Clément Fraise. Clément Fraise, tout court, oui, comme on a dit. Oui, mais Clément Fraise tout court, oui. Mais tu as le... J'ai le bac. Félicitations. Mais surtout, tu es connu dans le milieu pour avoir une chaîne YouTube qui est de très bonne facture. Allez voir la chaîne YouTube de Clément Fraise. Et surtout, tu as des valeurs de défendre, on va dire, quelque part, un propos qui est sourcé. Tu luttes contre la désinformation et tu aimes bien en plus le montrer d'une manière qui est ludique. Oui, d'accord. Oui, c'est très bien. Parfait. Rien à rajouter par ça. Ça va venir très vite. Ah ouais, je pense. Ouais. J'aimerais appeler aussi Laurence Rimbaud, qui est psychiatre à Lille et qui est spécialisée en plus en oncologie. Donc, tu travailles... je n'ai pas révisé. Donc, il va falloir que tu me dises le nom du centre que j'ai encore oublié. C'est ça. Mais je travaille au centre Oscar Lambret, donc un centre de cancérologie lillois. Oscar Lambret. C'est bon. Maintenant que tu le dis, je me dis, j'aurais dû le noter quelque part. J'en suis navré. On a donc 3 intervenants de qualité sur une question qui, j'espère, va beaucoup vous intéresser, qui est c'est quoi l'impact de la recherche? C'est quoi le rôle de la recherche pour l'accompagnement? Je suis désolé, je vais donner la parole à une personne en premier et je vais peut-être commencer par toi, Laurence, si ça ne t'embête pas. Qu'est-ce qui se passe si en fait on enlève complètement la recherche et qu'on fait juste de la pratique, comme si la recherche en fait n'existait pas? C'est quoi en fait les conséquences à ça? Écoute, alors je vais te parler à partir de mon prisme clinique, du coup de clinicienne en cancérologie. Et c'est vrai qu'il y a dans ma pratique, chez les patients qui ont un cancer, donc qui sont confrontés à cette question de la mort, il y a un grand attrait pour déjà une grande anxiété, et du coup un grand attrait pour des réponses parfois dogmatiques qui viendraient contenir comme ça une angoisse, qui viendraient... et donc plein de propositions. Je découvre tous les jours des nouvelles thérapies ou des nouvelles propositions. La dernière en date, c'était l'injection d'air des Alpes suisses dans la cavité abdominale. Voilà. Bon, j'ai pas plus creusé que ça, mais donc il y a un champ de propositions. Italienne, ça marche ou pas? Non, c'est suisse, c'est très suisse, spécifique. C'est vraiment que... ouais, ils font ça en Belgique. Ouais. C'est logique, parfaitement logique, puisqu'il n'y a pas les Alpes en Belgique. Non, voilà, mais ça rend le truc plus... Il faut retrouver les il faut niquer les mecs. Oui. Donc tu es confronté à cette pléthore d'approches étonnantes. En même temps, ce qu'il y a derrière, c'est quand même un besoin des patients d'être rassurés, peut-être de se sentir plus acteurs dans leur prise en charge, peut-être plus entendus aussi, plus pris en compte dans leur globalité. Donc il y a tout ça. Ça vient dire tout ça en creux, que c'est quelque chose qui ne leur est pas apporté dans le système de soins tel qu'il est pensé. Mais en même temps, si on ne va pas questionner le qu'est-ce qui marche, est-ce que ça marche et pourquoi ça marche, on arrive dans des situations où parfois les personnes peuvent se mettre en danger. Est-ce que tu parles là, par exemple, de sortir du parcours de soins ou des choses comme ça? Et en même temps, je voudrais aussi pas non plus alimenter ça. Enfin, il y a cette idée que ça peut amener à quelque chose de concurrentiel, que des pratiques alternatives... Celui-là aussi, il reste en train de dire. Mais en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a
dans les patients, alors je parle encore de mon domaine, donc de la cancérologie, mais dans les patients porteurs d'un cancer, il n'y en a que 5% qui ne vont faire exclusivement que des pratiques alternatives. On va dire non conventionnelles, même si la nomenclature ne va pas, mais c'est comme ça que c'est dénominé. Et le reste vont plutôt être dans des démarches intégratives, donc rester dans une proposition, on va dire, evidence-based, et en même temps essayer d'aller trouver ce qui leur manque, ce qui est pas soutenant, ce qui est pas contenant, ce qui répond pas à leurs attentes ailleurs, dans d'autres approches. Donc il y a quelque chose qui peut se faire en complémentarité. Ok. Si je reviens à la question, puis je vais vous passer la parole, évidemment. Si je reviens à la section et s'il n'y a pas la recherche, du coup, dans ces situations-là, donc de ton quotidien où tu vois ce genre de choses-là, c'est quoi le rôle à jouer de la recherche là-dedans? Peut-être d'essayer de mettre le curseur sur qu'est-ce qui fait du bien et pourquoi ça fait du bien, et qu'est-ce qui fait du mal. Et puis aussi, très concrètement, je sais qu'il y a parfois chez les patients que je rencontre, beaucoup de culpabilité dans des discours qu'ils peuvent avoir dans les pratiques de développement personnel, de pensée créatrice, de si tu veux, tu peux. Et donc aussi cet écueil de je suis responsable de ma maladie, j'ai peut-être mal fait. Enfin, en gros, si ça marche, c'est très bien, encore une fois. Je ne suis pas là pour dire il y a les bonnes pratiques et puis les mauvaises. En fait, on a tous des croyances et c'est OK. Mais c'est à partir du moment où une croyance fait du mal, typiquement, voilà, cette pensée créatrice de je crée ma réalité, et donc du coup, qu'est-ce que j'ai mal fait, si la personne a un cancer, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal dégagé comme intention, ou j'allais dire magnétiser, peut-être, ou magnétiser, c'est le terme juste après sur un truc sur les d'accord sur ce que et du coup beaucoup de culpabilité, et ça il faut vraiment le désamorcer, et parfois ça met beaucoup de temps de désamorcer la ça. culpabilité qui est en lien avec tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Clément, toi qui es dans la sphère sceptique, en tout cas qui est en lien avec tout ça, est-ce que tu voudrais rebondir sur ça, sur la même question en fait? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas la recherche pour les pratiques qui sont de l'ordre de l'accompagnement? Didier Raoult. Tu veux dire celui qui a été sanctionné récemment par l'ordre des médecins? C'est possible, j'ai entendu vaguement ça. Non, mais je dis ça pour plaisanter, mais sur un ton beaucoup plus sérieux. Vivant à Marseille, je l'ai vécu de l'intérieur. Moi, le phénomène gourou Raoult, c'est totalement ça, parce que généralement, ce genre de croyances ne viennent pas seules. Elles viennent en groupe. Et on a vu durant la Covid, de la naissance d'une légende selon laquelle on veut faire taire un médicament pas cher, on en finit à des méthodes qui remplaceraient le vaccin, à des gens qui vont se faire piquer avec l'aspivenin derrière, bref, juste pour avoir un pass sanitaire. Et donc il y a vraiment toute une légende qui s'est densifiée derrière. Ce me semble que c'est une citation apocryphe de Voltaire qui disait lorsqu'une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Et ben, je pense que lorsque... Elle est très belle, celle-là. Ouais, on peut l'adapter. Je pense que lorsqu'un esprit critique est malade, généralement, c'est le monde entier de la croyance qui vient à son chevet, et généralement pour le remplacer. Donc c'est un petit peu tout ce qui vient d'être dit là. J'ai pas grand-chose à rajouter. Ok, et donc la recherche là-dedans, le rôle que ça joue, tu parlais d'esprit critique, c'est quoi un petit peu le lien entre les deux N'importe quelle personne qui a la prétention de soigner quelqu'un, de guérir ou de faire en sorte qu'il aille mieux, doit fonctionner avec des outils qui sont fiables et des outils qui ont été vérifiés. Pour revenir sur la pandémie, l'objectif du politique était de faire très vite avec ce qu'on avait à portée de main. C'est tout l'inverse de la science, je pense que vous le savez, c'est le temps long, la science, et la politique, c'est le temps rapide. Et donc, quand les deux ont eu des intérêts communs, ça n'a pas pu marcher. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la prétention de vouloir soigner doit automatiquement... Ça ne marche pas en médecine d'urgence, l'instinct, le pifomètre, et encore pire dans des services, notamment sur tout ce qui touche au psychique, où la seule réponse que nous avons, quasiment la seule réponse que nous avons, c'est le discours du patient.
Donc c'est parce que les effets placebo existent, parce que des effets contextuels existent, parce qu'on peut avoir la sensation que ça marche dans un premier temps, puis dérive sectaire, etc. Je pense qu'on va parler du placebo très vite. Mais merci beaucoup pour ce témoignage. Thierry, je fais par ordre. Dis-moi, sur cette question-là de le rôle de la recherche, toi en plus, en étant éditeur scientifique, tu as un lien qui est quand même assez particulier, assez proche de cette recherche et de la façon de la communiquer. Si on enlève la recherche, c'est quoi la conséquence en fait pour le milieu de l'accompagnement au sens large, que ce soit la psychiatrie, la psychologie clinique ou des approches plus orientées bien-être? Si on enlève la recherche, on est dans la science-fiction, là, mais le film d'horreur plutôt que la science-fiction. Si on enlève la recherche, c'est la catastrophe. La recherche, je pense, nous, particulièrement praticiens de l'hypnose, s'il n'y a plus de recherche, on peut devenir fou très vite. La posture de la recherche, c'est l'humilité d'observer, de questionner. Et donc la recherche nous protège. Ça ne t'avait pas trop plu dans nos échanges préliminaires, mais pour moi, la recherche d'abord dit ce qui est faux et ce qu'on ne peut plus faire et ce qu'on ne peut plus enseigner. Et c'est vraiment un garde-fou très précieux. Je suis plutôt content de ce discours-là. Tant mieux. Je ne vois pas du tout le problème. Bon, eh bien, je suis ravi que tu sois content et je sais aussi que tu as. Je pense que ça ne doit pas faire que ça, mais ça oui, doit le faire. Mais tu m'avais répondu ça et bien sûr, la recherche peut devenir un guide, mais moi je suis quand même encore très ericksonien ou post-ericksonien, comme on dit. Et je retiens que Erickson s'amusait qu'il y ait des théories psychologiques chaque année nouvelles et effectivement était très prudent, probablement trop au jour d'aujourd'hui. La recherche a beaucoup plus de moyens et heureusement, mais effectivement, si on enlève la recherche, enfin, n'enlèvons pas la recherche. Moi, je suis là pour justement soutenir ta démarche de recherche parce qu'on en a vraiment... je vais dire cruellement besoin, c'est peut-être un poncif de dire on a toujours cruellement besoin de quelque chose, mais on a besoin de la recherche déjà pour que l'hypnose continue. L'hypnose, l'histoire nous le montre, la situation de l'hypnose est fragile. L'histoire de l'hypnose, c'est un aller-retour entre des déclins et des ascensions. Donc en ce moment, d'ailleurs, on n'est peut-être pas forcément en pleine ascension. Certains disent qu'il y a certains dangers de déclin. Et donc, ta démarche de lancer ce labo de recherche est la bienvenue parce qu'on a vraiment énormément besoin de recherche et de chercheurs. Voilà, déjà, je voudrais sortir de cette tendance négative que tu nous suggères. Si on enlève la recherche, non, n'enlèvons pas la recherche, je ne veux pas. Ce qui transparaît de même cette presque inquiétude, ou en tout cas de cette nécessité de la recherche, j'ai l'impression de ce que tu me dis, c'est le côté un peu clarifié, savoir en fait où il ne faut pas aller et les endroits sur lesquels c'est plutôt pertinent. Je ne trahis pas ton propos. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est assez commun là-dessus, en fait, sur lequel on est assez d'accord au fond. Il y a des directions dans lesquelles c'est dangereux en fait pour les personnes qu'on accompagne et en fait la recherche serait un point de repère pour ça. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Est-ce que vous faites une différence, surtout, tu parlais du Covid, je trouve que c'est un très bon exemple. La recherche, c'est des fois un truc qui est autant long, sur lequel on n'a pas toujours les réponses. Quand, en fait, la recherche est en train de se faire, où il n'y a pas de consensus solidifié, mais en tant que clinicien, vu que tous les deux, en tout cas, vous êtes cliniciens, comment faire face à cette recherche qui n'est pas encore solidifiée? On est aussi sur le terrain clinique. Donc la recherche, c'est un terrain. Le soin, c'est un autre terrain. Et donc au quotidien, moi, je suis plus clinicien que chercheur. Bien sûr, on rentrera dans le détail après, mais un peu comme les médecins généralistes, ils font comme ils peuvent. Tu parlais du Covid. Les généralistes, ils ont fait comme ils ont pu. Et nous, hypnothérapeutes, on fait comme on peut aussi vis-à-vis de la souffrance, de la douleur, du désespoir. Et comment dire, quelle est peut-être ta question, en fait? En fait, c'est une réponse qui me convient pas mal. C'est que faire, en fait, quand en fait, la recherche n'est pas une référence qui est déjà présente? Qu'est-ce qui fait quand en fait, sur une question, on se pose toujours la question au niveau recherche et en fait, il y a des voix discordantes où il y a juste pas de réponse encore. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait des voix discordantes. La recherche, c'est bien l'endroit
où il faut du débat. Le débat a un peu disparu depuis quelque temps et peut-être est en train de revenir. Et heureusement, s'il revient... Souhaitons-le. Oui, souhaitons-le, parce que pour une discipline vivante comme l'hypnose, il faut du débat, il faut même du désaccord. Moi, je suis plutôt musicien, et pour qu'il y ait un orchestre qui fonctionne, il faut qu'il y ait aussi du désaccordage pour créer des choses un peu originales. Et donc, c'est bien la pluralité des voix et des discours, à condition qu'il y ait un respect des données de la science, de la recherche, pour arrêter de dire des âneries aussi, qui sont montrées comme fausses. Hein. Je reviens à ça, mais sinon, vive les voix plurielles, voire discordantes. Et puis, pour arriver à s'y retrouver dans cet ensemble de ce continuum entre pas de consensus du tout, des voix peut-être qui sont... en tout cas le manque de référence, et puis de l'autre côté des consensus qui sont bien établis, des choses que l'on sait comme fausses. Quelque part, le fait que tu sois éditeur à la revue de l'hypnose et de la santé intégrative, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles je suis très content de t'avoir ce soir. Les praticiens en fait devraient se tenir au courant de tout ça. Parce que c'est quelque chose qui te... C'est normalement un devoir, donc faut pas être trop dans la morale, mais plutôt l'éthique. Et quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la recherche, ça veut dire qui ne s'intéresse pas à l'hypnose, ou alors qui pense avoir tout compris, ou alors qui est paresseux aussi, parce que ça demande un effort de lire un article de recherche, et de le critiquer aussi. C'est de l'énergie, et tout le monde, et même peut-être tout le monde ne peut pas le faire à tout moment. On a aussi nos problèmes personnels de vie, on peut manquer d'énergie à certains moments, et c'est respectable, mais sur le fond, dès qu'on peut se réintéresser à la recherche, il faut le faire, parce que sinon on n'a plus de plaisir aussi. Si on ne s'intéresse plus à la recherche, on risque de ne plus avoir de plaisir dans notre travail. C'est surtout ça le danger, au-delà de la dangerosité, c'est de perdre le plaisir. Quelque part de s'enfermer. Dans et de une perdre forme l'excitation, de perdre l'enthousiasme dont parlait Guy. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, perdre l'enthousiasme. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je voudrais revenir vers toi, Clément. On a plein de gens parce que c'est difficile en fait d'aller vers des articles scientifiques, c'est quelque chose qui est heureusement avec des journaux qui peuvent faire un peu la transition, puisque c'est un peu la vocation de ce journal-là, de faire un petit peu la transition entre la littérature scientifique qui est parfois difficile d'accès et puis les praticiens. Ça, c'est un problème qui est assez récurrent dans en fait, l'information vers le public, puisque là, on parle des hypnos, mais en fait, leurs clients ont peut-être du mal à accéder à de l'information, à savoir qu'est-ce que c'est un bon hypno, qu'est-ce que c'est un hypno formé, et en fait, avoir de l'information de qualité. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur le fait d'arriver à distinguer ce que c'est en fait une information de qualité ou pas de qualité, quand en fait, on arrive à s'y retrouver dans cette jungle à cette jungle d'informations. Si j'avais la solution magique, elle serait déjà publiée. Mais il y a des clés. Il y a des red flags, en tout cas. Il y a des red flags. Quand il y a un adjectif après hypnose, quantique, chamanique, holistique, énergétique, voilà, là, ça c'est un red flag, la plupart du temps. Mais en tout cas pour moi. Mais après, c'est vrai, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure monsieur, là, tu posais la base sur laquelle il y a une absence de consensus. Hein. Voilà, parce que moi, j'adore les voix discordantes, mais parfois, les voix discordantes vont jusqu'à la négation du consensus. Ou même quand il y a consensus. S'il y a un consensus, il faut le trouver. Parce que pour le grand public, c'est des fois difficile de s'y retrouver. Mais c'est là où, du coup, on en revient à la recherche, c'est que avoir... une absence de consensus ne veut pas dire raconter n'importe quoi et n'avoir aucune piste. Je prends souvent l'exemple pour ça des pyramides. Vous connaissez tous ce documentaire génial, La révélation des pyramides, qui a désinformé des gens depuis des années. Et en fait, voilà, avec des théories qui sont totalement... qui n'ont ni queue ni tête. Et ce qu'on remet en cause, c'est oui, mais il n'y a pas de consensus en égyptologie, en archéologie. Non, mais il y a des pistes qui sont très intéressantes, qui sont très appuyées, qui sont très sourcées, qui sont très denses. Et on est quasiment sûr qu'il y en a une qui est bonne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Absence de consensus ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans le monde de la recherche. Donc c'est encore plus dur, effectivement, pour les gens de s'y retrouver quand il y a absence de consensus, mais qu'il y a des pistes très abouties. Et spécifiquement en hypnose, hein, on en avait parlé. Alors, là, j'aurais pas vraiment d'astuces comme ça clés, à part effectivement consulter les sources, voir d'où elles viennent, ça reste la clé. Hein. Ouais, donc quelqu'un qui donne une information sans source. D'où parles-tu ? Comment sais-tu ce que tu sais ? C'est ce que tu disais tout à l'heure finalement. Comment sait-on ce que l'on pense ? Comment croit-on ce que l'on croit ? Et puis
Et puis même, malheureusement, même des médias d'intérêt public, je pense à France Télévisions, là, instantanément, qui balancent, j'ai des trucs sur la biodynamie d'un côté, sur les fantômes de l'autre, qui sont présentés de manière très, comme si c'était quelque chose de... Moi, je prends souvent l'exemple, en Amérique, ils n'ont pas ce problème-là. En Amérique, ils ont plus des problèmes de l'ordre de catho, alt-right, trumpiste. Mais vous imaginez si vous allumiez la télé et que Adam et Ève étaient présentés comme une alternative crédible à Darwin, à vos enfants. Ben, moi, quand j'allume la télé et que je vois l'homéopathie ou la biodynamie au magazine de la santé, ça me fait cet effet-là dans mon référentiel. Donc je pense vraiment que vérifier les sources, même quand les médias qui nous les donnent, quand les intervenants qui nous les donnent sont de qualité. Comme tu disais, quelqu'un de charismatique qui croit réellement à ce qu'il dit peut dire n'importe quoi et on peut le suivre. Voilà, et c'est ce qu'on a vu très souvent ces dernières années avec l'apparition d'Internet et des médias alternatifs. Ok, super, merci en tout cas pour ce témoignage. Ouais, mais en tout cas, déjà, ouais, vrai. On est là pour poser des questions complexes. J'ai l'impression que tu attends la question suivante. En plus, quand je donne des questions complexes, je me dis... en restant là-dessus et en passant sur un côté plus positif, est-ce que tu as des anecdotes de choses que la recherche a apporté de positif, on va dire, dans ta pratique, ou de choses où tu t'es dit, tiens, en fait, la recherche a construit un peu plus la pratique, ou t'a inspiré des... Peut-être pas, hein, mais des... Alors, déjà, juste, je voulais réagir sur ce côté, la recherche dit que... où effectivement, je te rejoins dans le côté, il y a plutôt cette posture de poser des questions et d'ouvrir le débat. Et en fait, même en médecine, mais ça rend très humble. En fait, on a remarqué que dans les demandes avec lesquelles venaient les patients en consultation, l'evidence-based medicine ne peut répondre qu'à 40% du contenu de la demande. Le reste, alors je reprends mon champ d'expertise qui est la cancérologie, mais par exemple la fatigue en cours de traitement, les nausées, les questionnements existentiels, les questionnements identitaires, la représentation du corps. Il y a tout un champ comme ça de demandes avec lesquelles les patients arrivent aussi en consultation et pour lesquelles l'evidence-based ne sait pas répondre, n'a pas de réponse. Et dans ces zones-là, dans ces zones d'incertitude, et il y en a beaucoup. Est-ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où les gens qui viennent, en fait, le système médical, des fois, est mal outillé pour répondre, oui. et donc c'est ce qui fait qu'ils vont ailleurs. C'est ça. C'est ça. Et parfois, mal outillé pour répondre. Et elle sait pas répondre dans quel sens ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de consensus. Disons qu'il n'y a pas un niveau de preuve suffisamment fort pour dire c'est ce traitement-là qui va vous faire du bien. Les gens aiment beaucoup la certitude. Et les gens, ça contient l'angoisse, en tout cas. Et en même temps, ça contient l'angoisse, et en même temps, un médecin, du coup, désolé, c'est très médical, mais un médecin qui répond avec certitude à une question dans laquelle il y a de l'incertitude, va entraîner de la méfiance chez le patient, parce qu'il n'assume pas son incertitude, et du coup, on a montré que ça amenait plus les personnes à aller vers des théories complotistes. Donc, assumons aussi l'incertitude. Et par contre, là où ça peut être intéressant, cette idée de qu'est-ce qu'on fait de cette incertitude, c'est peut-être une des zones aveugles, en tout cas de la médecine, c'est cette question de qu'est-ce qui se passe dans la relation, comment on communique. On parlait de l'effet placebo tout à l'heure, mais aussi de l'effet nocebo. Des effets contextuels. Des effets contextuels. Et puis comment ne pas mal communiquer. Je pense que c'est déjà un gros champ, parce qu'on induit aussi beaucoup de... Il y a beaucoup de dégâts qui sont faits avec une mauvaise communication. Et en même temps, c'est un champ aveugle de la recherche en médecine, ou en tout cas sur l'efficacité d'un traitement. On est dans un prisme très matérialiste, physicaliste et probabiliste, mais du coup qui va s'intéresser beaucoup à la question de la pharmacologie, mais en fait, quand on évalue un traitement, on l'évalue versus placebo. Et donc le placebo, dans le champ de la médecine, c'est un peu ce côté, c'est le truc qu'on méprise, quoi. C'est le truc qu'on met de côté et
ce qui est hyper dommage. Attends, j'ai presque l'impression qu'on essaie de le minimiser, en fait, cet effet Ouais. contextuel, en se disant, bon... On essaie ok, de l'annuler. C'est du vent. C'est ce qui est très dommage, parce qu'on passe à côté d'une énorme partie de champ de connaissances qui pourrait clairement améliorer les choses. Tu parlais d'interactions qui peuvent en fait vraiment desservir le patient, une sorte d'effet nocebo en fait. Est-ce que tu as, je suis désolé de te ramener sur des exemples, est-ce un exemple en fait de quelque chose qui t'aurait marqué de ce côté-là? Des petites phrases. Là, j'en ai une qui me revient en tête, une patiente qui vont découvrir un nodule au niveau du foie, et celui qui faisait l'examen d'imagerie qui lui dit ça sent vraiment pas bon ce que vous avez. Et cette phrase, en plus dans un moment où elle était en pleine émotion, cette phrase, elle est restée ancrée. Fais la bise à tes proches, il n'y aura pas de saison 2. Ouais. Ça marche. Et ça a été tout un chemin pour désamorcer ça. Oui. D'autant que c'était un nodule bénin, en fait. Mais... En plus. En plus. Waouh, oui, merci pour l'exemple. Autant leur annoncer le pire, ils seront jamais déçus. Oui. Le pire, c'est que j'imagine que tu peux derrière avoir des tas d'effets psychosomatiques, de stress, qui se suivent vis-à-vis de presque ce faux diagnostic, en tout cas, cette interprétation-là. Wow, merci pour l'exemple et merci pour le témoignage. Donc oui, je te saute, je ne vais pas faire à chaque fois du 1, 2, 3. Sur la même tendance de se dire, ok, il y a des endroits sur lesquels on n'a pas de consensus, comme on se le disait. Il y a plein de possibilités. Qu'est-ce qui t'orienterait, toi, avec cette fondation recherche assez forte, pour aller dans une direction plutôt qu'une autre? Et c'est quoi le rôle de cette base, on va dire, de recherche, de cette pensée-là, de cette construction que tu t'es faite au cours de ta vie, et qui va te permettre de se dire, j'ai plutôt conseillé ça ou j'ai plutôt essayé ça quand j'ai une personne en face? Tu parlais de Voltaire tout à l'heure. Et donc, je ne suis pas sûr que Voltaire ait parlé du fascisme, mais en tout cas, il parlait des croyances. Hein. Quel était apocryphe. C'est ça, c'est clair. Oui, parce que, qu'on soit bien d'accord. Ok, tant mieux. Ouf. Je pense qu'elle est. Et donc, Voltaire s'est battu toute sa vie contre les croyances opprimantes de l'humain, déshumanisantes, et il a pris des risques et il a payé aussi quand même le prix. Et effectivement, de lister toutes ces croyances fausses sur l'hypnose qui font tant de mal, qui empêchent nos patients ou nos clients, selon le vocabulaire qu'on utilise, pour venir vers l'hypnose et venir vers l'espoir de l'hypnose. Moi, j'aime bien l'idée que, en repensant à ma formatrice Insoo Kim Berg, quand j'ai travaillé sur l'hypnose centrée solution, j'ai repris le travail de cette femme formidable qui disait jusqu'à preuve du contraire, tout est possible. Et je pense que c'est pas que le rôle des chercheurs de dire non, là, c'est malheureusement pas possible, mais effectivement de prendre en compte la réalité et donc de détruire ces croyances, excusez-moi, à la con, qui privent nos patients et nos clients de l'espoir que constitue l'hypnose, comme l'a très bien dit Guy Mongrib aussi. Vraiment, l'hypnose apporte de l'espoir, et c'est sa fonction première. Et Mesmer, le vrai, comme on dit, le premier, qui parlait de fluide, et dont on a défoncé la théorie à tort, à mon avis. C'est dommage d'avoir détruit le fluide. Le fluide, c'était une métaphore. Et la métaphore de l'hypnose, c'est l'espoir, et c'est l'ouverture, et c'est do it, comme disaient les Américains. Au XVIIe siècle, il y a des écrits qui montrent que le fluide, c'était très premier degré chez eux dans leur compréhension. Oui, c'est vrai, ils n'étaient pas trop dans la métaphore. C'est nous qui, métaphoriquement, on tout à fait d'accord. A posteriori. Tout à fait d'accord. C'est nous, avec notre culture de la métaphore, tout comme l'inconscient. Probablement, d'un point de vue scientifique, l'inconscient, ça tient plus la route, mais c'est une métaphore, probablement aussi, qui peut être utile. Et donc, comment on peut vraiment contribuer à ça? Comment ton labo pourra contribuer à vraiment examiner ces croyances, je le redis, à la con, mais qui peuvent être métaphoriques éventuellement. Et à ce moment-là, si ça devient métaphorique, ça devient ouvert à du mouvement.
La problématique, c'est le nombre de gens qui sont encore sur le marché et qui ne les utilisent pas comme métaphore. Alors pour le fluide, bon, on s'en fout. Mais pour le... oui, il y a encore les magnétiseurs. Oh, il y en a. Les magnétiseurs, c'est vrai. Mais voilà, l'inconscient avec un I majuscule au sens freudien, il y en a encore une infinité qui s'en sert vraiment comme un outil de travail. Et là, pour le coup, on est dans du nocebo fou. On parlait tout à l'heure de culpabilisation, on parlait d'énormément de choses qui sont du ressort du développement personnel. Et je pense qu'effectivement, lister ces fausses croyances permet effectivement, pourquoi pas, de travailler avec dans le futur, mais avant tout de les démanteler. Je suis désolé, je monte un peu les dents, mais je suis un allergique à tout ça pour le coup. Ok. Donc, si je reviens un petit peu là où on en est, je trouve qu'il y a déjà quelque chose d'assez intéressant qui se dégage avec le fait qu'on voit qu'il y a un gros intérêt à savoir qu'est-ce qui fait du mal, qu'est-ce qui fait du bien, et c'est super d'avoir des certitudes, et quand on en a, il faut les utiliser. Okay, quand il y a consensus, quand en fait on est sûr de notre coup, tout le monde est d'accord, on l'a testé, c'est bien vérifié. Et puis il y a ces zones floues où en fait on ne sait pas encore, on sait qu'on ne sait pas, où il n'y a rien qui est vraiment trop validé. Comme tu le disais, il peut y avoir des pistes qui en fait sont beaucoup plus fiables que d'autres. Par exemple, tu parlais du fait de redonner espoir, ça c'est des choses qui sont bien validées. En fait, on ne peut ne pas trop savoir si une thérapie est vraiment validée ou pas. Mais on peut dire, ok, là, je vois que celle-là, elle donne de l'espoir. Est-ce que j'ai des red flags? On parlait de red flags. Est-ce qu'il y a des red flags qui font dire, il pourrait y avoir des effets secondaires, des effets nocebo, des effets voire dangereux, puisque quand des gens, par exemple, pratiquent, par exemple, avec des aiguilles, des choses qui devraient être utilisées par un professionnel de santé qui ne le sont pas, il y a aussi des risques associés. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce côté-là avec... Les gens vont chercher de l'espoir, vont chercher des sensations positives. Et je voudrais recentrer un petit peu sur le rôle de l'hypnose en particulier, puisque là, on a parlé de recherche, on a parlé d'intervention, on a parlé de ce grand champ, on va dire, qui tourne autour de l'accompagnement, qui est le bien-être, le développement personnel, peu importe, mais en tout cas, quelque chose qui manque, peut-être, comme tu le disais, à certaines approches qui sont très, très réduites à de l'evidence-based. Et en tout cas, même si l'hypnose est quand même relativement evidence-based, on peut le souhaiter qu'elle devienne encore plus, mais surtout en France. Surtout en France. Parce que tout à l'heure, quand tu as dit qu'Guy Montgomery il avait ce feel good à l'américaine, mais en même temps, cette rigueur, j'avais envie de dire à l'américaine aussi, pour le coup. Tu vas faire du bien dans le paysage. C'est très gentil, merci beaucoup. Si on recentre sur l'hypnose, j'aimerais peut-être commencer par toi, Clément, même si tu n'es pas du côté clinique. À ton avis, la valeur ajoutée de l'hypnose, de ce que tu connais de la littérature scientifique, et je sais que tu es féru de littérature scientifique sur l'hypnose, à ton avis, pour activer cet espoir, pour activer tout ça, en fait, qu'est-ce qu'on va venir stimuler? Est-ce que c'est un état, on va dire, un petit peu particulier, comme ce qui est resté à moitié coincé dans la gorge de Guy, ou c'est autre chose? Alors avant de démarrer, je fais un préambule d'1 minute, je suis un anétatiste. Voilà, comme ça j'espère que j'ai pas dit de gros mots. Puis ça fera un partout avec Mesmer tout à l'heure. Mais blague à part, je pense que ce qu'on va stimuler avant tout, c'est la croyance. Et c'est là où ça rejoint un débat. En fait, tu parlais du placebo tout à l'heure, ça rejoint le débat du placebo et ça rejoint un débat qui nous dépasse tous les quatre là, et nous tous réunis, et qui dépasse des médecins depuis des décennies, c'est faut-il mentir aux patients? Donc, doit-on dire la vérité sur l'hypnose à quelqu'un, selon ce qu'on en sait actuellement, puisqu'on sait très bien que ce sont les mécanismes de croyance. C'est peut-être un abstract de Kirsch, mais je dis peut-être une bêtise. En tout cas, il y a une étude qui a été faite par Gandhi et j'ai oublié le nom du second chercheur. Oh oui, c'est Gandhi avec le nom de l'hypnose. Avec le nom de l'hypnose de 2004, qui montre que quand le mot hypnose est utilisé par rapport à tiens, je vais te faire un truc de relaxation, de sophrologie, de n'importe quoi à côté, la valorisation du mot hypnose fait que l'effet marche nettement mieux. Et il y a un abstract de Kirsch, ce me semble, qui dit que c'est jusqu'à 90%. Bon, c'est un abstract, c'est Kirsch. Prends pas trop de risques. Mais donc, ne le prenons pas en compte. Mais en tout cas, dans les faits, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on va venir titiller, c'est justement la foi. C'est un gros mot de fou, mais la foi avec un F majuscule du fameux lien patient-médecin. Souvent, les gens qui vont pour nous arnaquer disent cette phrase magnifique, mais la médecine n'est pas une science. Alors cette phrase, elle est géniale parce qu'elle est vraie, elle est totalement vraie, on en a parlé tout à l'heure. C'est un art au sens d'art de la forge, donc c'est-à-dire que les gens qui vont travailler, il y a la partie recherche médicale et il y a la partie avec le patient. Cela dit, elle n'est jamais employée par des médecins sérieux. Pourtant, elle est vraie. Mais voilà, donc généralement, les gens qui nous disent ça vont nous emmener vers des thérapies.
Ça dépend ce qu'on appelle sérieux. Oui, absolument. Moi, oui, j'adhère profondément tout à fait. au fait que la médecine ne soit pas une science. Est-ce que je suis sérieux ou pas, à ton avis? Oui, mais est-ce que vous le dites avec vos patients? Oui. C'est vrai? Ah, Mais dans quel contexte? Parce que c'est très rare quand même. Généralement, dans les débats de ce type-là, quand quelqu'un dit non, mais la médecine n'est pas une science, il y a quelque chose à vendre derrière. durant la pandémie Covid, j'ai pas entendu la médecine n'est pas une science, je l'ai toujours entendu du côté de Raoult, Perron et consorts. J'ai travaillé dans une unité de traitement de la douleur pendant 18 ans et je voyais constamment des patients déçus par la science C'est ce que je disais. médicale. Absolument. Et justement, on essayait avec mes collègues algologues, dont je repense à Maurice Bensignor, un grand pionnier de la douleur chronique, on disait, il n'y a pas que la science dans la médecine, il y a aussi faire, do it, essayer l'auto-hypnose, essayer de vivre mieux et pas seulement attendre des antidouleurs, des traitements, Je suis des d'accord. médicaments. C'est ça. Mais c'est dans ça où je disais renouer avec la foi, avec le F majuscule, entre guillemets, et parce que les déçus de la science, les faire renouer là-dessus. Et je pense que l'auto-hypnose, effectivement, l'auto-hypnose, pardonnez-moi, lapsus, l'hypnose, et par son caractère démonstratif immédiat, qui d'ailleurs joue contre elle, parce que je peux vous expliquer que l'hypnose, c'est de la magie, le faire, ça fonctionne, donc la magie existe. Non, le corpus théorique est invalidé par la pratique qu'elle a, mais... Moi, je pense que la magie existe. Oui. Oh. On fera un masterclass de mentalisme pour monsieur derrière. Mais le problème des mots, c'est qu'on peut y cacher plein de choses derrière. Mais dans les faits... terminer. Ouais, excuse-moi, je suis un petit peu long, mais vraiment, va au bout de ton propos. Tout ça pour dire que je pense que dans la mesure où on va titiller le mécanisme de croyance, à un moment donné ou à un autre, ça peut permettre de renouer, puisque l'hypnose fonctionne quand on met une croyance dans la personne qui est en face. C'est pour ça que je parle souvent de conversation hypnotique, au sens de Kihlstrom, au sens de Rainville, au sens du cognitivo-social, c'est-à-dire deux êtres qui se rencontrent. Donc je pense que, pour répondre beaucoup plus condensé, beaucoup plus sérieusement, renouer la croyance et donc la confiance entre le patient et le thérapeute. Je vais me tourner vers toi, dans ce que tu... Non, mais passionnant. J'aimerais me tourner vers toi avant de revenir vers Laurence, mais tu as écrit un livre sur l'hypnose orientée solution. Tu en as parlé... Centré sur les solutions. Centré sur les solutions. Tu as parlé d'espoir. Et ces croyances-là, comment elles sont mobilisées? Est-ce que c'est la croyance dans le fait qu'on puisse aller mieux, qu'on puisse changer, être actif? C'est des croyances qui vont dans quelle direction de ce côté-là? Ou peut-être autre chose, hein, si tu veux pas parler de croyances, mais... C'est ça, effectivement. Je pense surtout que l'hypnose, c'est fait pour être, comme disait Roustan, pour nous mettre en mouvement. Arrête, si on pense à Voltaire, arrête tes croyances et essaye. Confronte-toi au monde quelque part. C'est ça, exactement. Tente ta chance. Moi, mon collègue Maurice Bensignor, en douleur chronique, il parlait de donner sa chance à l'hypnose. Et effectivement, oser, quoi. Hein, donc, on parle un peu trop d'oser l'hypnose, c'est devenu un peu pensif, mais quand même, c'est comme Erickson qui pensait qu'il n'avait pas les moyens de devenir médecin parce qu'il était pauvre. Et sa tante d'Amérique, là, c'est le cas de le dire, qui lui dit je te paye tes études, quoi. Et du coup, il a tenté sa chance d'être médecin. C'était probablement son rêve. Et Maud Fontenoy, qui est la navigatrice, moi je suis de l'Ouest, hein, je viens de Bretagne un peu, et qui disait il faut tenter notre rêve, il faut essayer de concrétiser nos rêves d'enfants. Vraiment, moi je suis là-dedans. Et c'est là où il y a de la magie dans ce que tu disais. Mais oui. Quelque part, ça me conforte un petit peu avec ce que disait Guy Montgomery sur le côté, en fait, l'enthousiasme, c'est fun, c'est en fait, teste. Et regarde ce qui se passe. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez pur dans l'hypnose, de ce côté espoir, foi, comme tu disais, de se dire ok, en fait, j'ai pas trop d'espoir, mais je vais tester. Et peut-être qu'en fait, le fait de tester va ranimer ça. Ça me fait beaucoup penser à ça, ce que tu nous dis avec la magie. Je voudrais te poser une dernière question, Laurence. Là, on a parlé de cet espoir, de ces croyances, etc. Toi, dans ta pratique, surtout en oncologie, est-ce que tu vois les bienfaits, on va dire des cas positifs? En fait, on parle souvent des côtés dérives, des déboires du côté alternatif, etc. Est-ce que tu as vu aussi des beaux cas où en fait cette croyance-là elle a été utilisée pertinemment, ou en tout cas dans des cas où ça a fait du bien à la personne et puis en fait où elle n'est pas repartie avec un gros bagage sur le dos? Eh ben, oui. Enfin, c'est même un peu mon quotidien, mais ce truc de... Alors du coup,
relancer cet espoir. Alors, configurer les croyances, du coup, si on parle un côté technique. technique. Mais du coup, et en faisant ça, remettre du mouvement, remettre de la vie, remettre de la magie, remettre aussi de la capacité d'action dans des moments où les patients sont un peu impuissants. Ils remettent leur destin à la toute-puissance médicale ou je ne sais pas quoi. Et au contraire, là, du coup, c'est cet endroit où ils peuvent se réapproprier leur pouvoir d'action sur leur mieux-être. Donc, en manipulant les attentes, on vient réinsuffler un peu de magie dans le vécu des gens. Et puis, ça fait du bien aux praticiens. Je pense que c'est aussi intéressant de le dire. C'est que c'est des espaces qui sont énergisants pour le patient et le praticien. Super. Et peut-être aussi dans ce que je perçois de ça, tu dis se réapproprier quelque part son parcours de soins. C'est drôle parce qu'on parlait d'esprit critique et puis on parlait de se réapproprier quelque part une sorte d'exigence ou en tout cas de se réapproprier le fait d'être actif dans ses propres croyances. Je trouve le parallèle assez intéressant. Je crois qu'il y a un deuxième parallèle aussi avec le fait de ne pas justement s'approprier le fait qu'on est responsable de... Oui, de ne pas culpabiliser en fait sur cette... C'est aussi une manière de c'est presque se rapproprier la guérison et pas la souffrance. Et est-ce que du coup cette sorte de réappropriation du parcours de soins, est-ce que tu le vois en parallèle aussi d'une sorte d'ouverture d'esprit, dans le sens un peu comme je dis, qui n'est pas juste croire n'importe quoi, mais en fait tester et voir sur une base empirique. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'imagine la pratique. Il y avait la question. Enfin, j'aime beaucoup cette idée aussi de pédagogue de son propre fonctionnement. Et qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait pas du bien, et comment je ne m'accroche pas à ce qui me fait plus du bien. Si j'ai une pratique, un rituel dans lequel je crois et qui me fait du bien, et qu'au bout d'un moment, malgré tout, ça me fait du mal, comment je peux aussi me désapproprier la croyance que c'est ça qui me fait du bien. Si on arrive à avoir ce rôle de pédagogue supprimer les croyances limitantes, du fonctionnement, quelque part. Ouais, en tout cas avoir ce recul sur son propre fonctionnement, merci beaucoup en tout cas. Et ça me rappelle ce qu'avait dit un collègue qui est anthropologue de la santé et qui me disait en fait, donc lui il étudiait les patients experts. Et en fait, à force d'être face à sa propre souffrance, il développe une sorte d'expertise et quelque part le fait d'avoir cette flexibilité mentale, en tout cas cette capacité à remettre en question ce qu'on a cru comprendre sur comment gérer la souffrance. Lui il me disait c'est un peu ce qui permet d'accéder à cette expertise-là, à cette capacité de flexibilité, de remettre en question un petit peu ce que les patients croyaient découvrir et pouvoir grandir comme ça. Oui, c'est la problématique du patient expert, c'est qu'on tombe vite dans le patient ultra crépidarianiste qui perd espoir. Non mais tu déconnes, mais j'en ai fait les frais l'année dernière, donc en psychiatrie bien sûr. Vraiment. Oui, parce que du coup on perd espoir à force de voir un médicament qui marche pas sur les choses, s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on n'a pas explorées, que peut-être il y avait autre chose qui se cachait derrière qu'on n'a pas vu, et tout va mieux aujourd'hui, je vous rassure. Mais dans les faits, l'année dernière, j'ai eu vraiment... où la psychiatre ne savait plus quoi me dire parce qu'elle savait qu'en plus à chaque fois qu'elle me prescrit quelque chose je lis 20 papiers dessus, donc très pénible, donc comme garçon, donc du coup voilà, je confirme. Elle avait ce truc là, je vais vous donner votre numéro, vous allez bien vous entendre. Et donc voilà, et c'est pour ça que je dis ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le recul, et en fait on parlait d'esprit critique tout à l'heure, toujours prendre le recul immédiat aussi sur ses propres biais, ça joue beaucoup aussi là-dessus. Prendre le recul sur nos croyances limitantes, c'est aussi prendre le recul sur les biais qui nous ont posé ces croyances-là. Quelque part, l'esprit critique, c'est pas juste pour confronter les autres, c'est avant tout pour soi-même. C'est un permis de conduire, quoi, en gros. On peut le perdre à chaque instant, c'est dur de l'obtenir. Quand on est là, il faut être vigilant pour soi et pour les autres. Voilà. C'est une métaphore pourrie, mais... Merci de conclure. En fait, moi, j'aime bien. Elle est venue au bout de 5 ans de conférences et de tables rondes. Voilà. Eh bien, merci à vous trois. On arrive vers la fin de notre soirée, puisqu'on a prévu un petit buffet pour échanger librement entre nous. On va donc quitter nos amis qui nous suivent en ligne ou en replay. Et quelque part, je trouve que c'est un beau point de conclusion sur le fait que, quelque part, la recherche, c'est justement remettre des questions, remettre de la flexibilité, remettre qu'est-ce qu'on sait vraiment et est-ce qu'on est vraiment sûr de notre coup. Et quelque part, ce qu'on va essayer de faire avec ce laboratoire, c'est faire ça en interne au sein de la communauté scientifique, mais aussi le rendre accessible aux praticiens, puisqu'on pense que c'est très important que
on soit là aussi dans un dialogue et qu'on puisse vous être utile au maximum. Donc essayons de retrouver de la flexibilité tous ensemble, et je vous remercie pour être là ce soir et nous suivre en vidéo. Bravo.